Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver comme chaque jeudi en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie. Nous serons avec vous ce jeudi le 20 novembre 2025 jusqu'à 9h30 comme à chaque fois, 1h30 de débat, d'invités, de musique, de variété. Bien sûr, je vais retrouver mon premier invité juste après cette chanson que vous a choisi notre script Khadra Abdoun et nous reviendrons juste après. Restez avec nous. الرفع اليد للسما للقلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. نرفع اليد للسما للقلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. جزائر هذه أمنا، جزائر هذه أمنا، واللي يمسها يمسنا، واللي يمسها يمسنا. جزائر هذه أمنا، جزائر هذه أمنا، واللي يمسها يمسنا، واللي يمسها يمسنا. يا ربي تحفظ ولادنا وتحقق منانا. خوا ونسير العدوى، خوا ونسير العدوى، خوا ونسير العدوى، ونسير العدوى. نبنوا بلادنا ونزيدوا في علاوة. نبنوا بلادنا ونزيدوا في علاوة. ونسير العدوى، ونسير العدوى. عربي شاوي وقبايلي، عربي شاوي وقبايلي. خوا ونسير العدوى، خوا ونسير العدوى. جمعنا خاوة الميزابي والتايبي، جمعنا خاوة الميزابي والتايبي. خوا ونسير العدوى، خوا ونسير العدوى. خوا ونسير العدوى، ونسير العدوى. نرفع اليد للسما للقلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. نرفع اليد للسما للقلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. رفع اليد للسما للقلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. رفع اليد للسما للقلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. Bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie pendant 1h30 jusqu'à 9h30. Nous allons vous accompagner avec un bouquet varié et nous allons commencer avec notre premier invité. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Dr Berriwa Nordine. Il est médecin et représentant de Prestimed. Donc c'est une société de médecine de travail. Bonjour et bienvenue.
Merci. Merci pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous. Je salue toutes les travailleuses et les travailleurs de la télévision algérienne et surtout la station régionale de Béchar. Merci et bienvenue. Donc, nous allons parler de Novembre bleu. Après l'Octobre rose, c'est le Novembre bleu. C'est quoi déjà le Novembre bleu et quelles sont les activités Devant l'augmentation significative du nombre de cancers, surtout de la prostate, ils ont réservé le novembre pour des journées de sensibilisation, de dépistage précoce. C'est pour cela le slogan de cette année, c'était faire un examen aujourd'hui pour être tranquille demain. Absolument. D'où l'intérêt du dépistage précoce, justement. Pareil comme pour le cancer du col et du sein. La prostate aussi fait des ravages. Il faut s'en rendre compte et avoir cette habilité, justement, d'aller se faire dépister. Alors, les symptômes, les causes, on va commencer une par une pour connaître, justement, et pour apprendre aux téléspectateurs les bonnes manières pour... Très bien. Je commencerai par une remarque que le cancer du sein occupe le deuxième rang après le cancer du poumon chez l'homme. Les premiers signes, c'est premièrement l'envie fréquente d'aller uriner, surtout la nuit, un jet faible d'urine, problème d'érection et toujours le patient a la sensation de ne pas avoir vidé complètement sa vessie. Toujours, il y a un résidu. Donc, quand même, c'est des symptômes qu'on peut remarquer facilement. Facilement. Voilà. Deuxième, c'est les douleurs au dos. Mais le troisième, c'est peut être asymptomatique. Aucun signe. Oui, c'est pour cela, c'est l'intérêt d'un dépistage. Pour les causes, premièrement, il y a le mode de vie. L'alimentation riche en viande rouge, consommation du tabac, de l'alcool sont incriminés dans le cancer de la prostate. Deuxièmement, les antécédents familiaux. Une fois avoir un membre de la famille, père, frère qui a un cancer de prostate, le risque de développer un cancer de la prostate augmente. Il y a l'exposition professionnelle aux pesticides. Certains professionnels utilisent les pesticides. Il y a les facteurs, bien sûr, génétiques. Et d'environnement, c'est la pollution de l'air. Et il y a l'âge. On parlait avant de l'âge avancé. Actuellement, l'âge a tout changé. On a vu des cancers de prostate à l'âge de 38 ans à 40 ans. Oh là là. Oui. Donc assez jeune quand même. Ça allait être ma prochaine justement question, la tranche d'âge qui pourrait être touchée. Avant, on parlait 60 ans et plus. Oui. Mais actuellement, cette année, ils ont parlé de l'âge de 45 ans et plus. Moi, je dirais peut-être 40 ans et plus. Voilà. À 40 ans, à 40 ans, il faut commencer à se faire dépister. Si les symptômes sont présents, c'est bien sûr. J'ai oublié un point important, c'est la présence du sang dans les urines et le sperme. Alors, j'ouvre une grande parenthèse. La présence du sang dans les urines, il faut penser au cancer de la prostate. Il faut penser au cancer de la prostate. C'est au médecin traitant d'éliminer les autres affections. L'infection urinaire, la lithiase rénale, les accidents anticoagulants. Mais il faut toujours penser au cancer de la prostate devant la présence du sang dans les urines. Il ne faut jamais banaliser ce symptôme. Il reste le point, c'est l'asymptomatique. Donc, une fois arrivé à un certain âge, il faut faire un dépistage chez votre médecin traitant. C'est-à-dire quel âge? Arrivé à un certain âge. Certain âge, moi je dirais à 40 ans et plus. 40 ans et plus, il faut commencer... Même si on n'a pas de symptômes, on fait quand même un test de manière régulière, au moins une fois par an. Pour le diagnostic, donc le diagnostic, il y a toujours le médecin traitant, il y a le toucher rectal, qui est malheureusement abandonné par la plupart des médecins. C'est un examen primordial. Il y a le dosage de PSA, il y a l'IRM, s'il y a une suspicion, il y a la biopsie. C'est pour faire un diagnostic. Alors, après un diagnostic, justement, on est conscient qu'on a la maladie, d'avoir l'aide psychologique de la famille, de l'entourage et tout ça, ça compte énormément. C'est très important. Donc, c'est d'où l'intérêt du dépistage précoce, parce que le cancer de prostate passe par 4 stades. Premier stade,
Et le stade 2, c'est un cancer localisé. Les deux stades, c'est la guérison à 100% par un traitement. Stade 3, c'est un cancer localement avancé. Stade 4, c'est les métastases. Alors là, Là, on veut un dépistage le pire, précoce. voilà. Le traitement existe et la guérison à 100%, c'est on est à stade 1, stade 2. Donc, d'où l'intérêt d'un dépistage précoce. Et aussi, il y a l'intérêt de la visite systématique en médecine de travail. La visite annuelle et la visite périodique systématique annuelle chez le médecin de travail, en principe, devant un interrogatoire, le médecin de travail demander un dépistage. Le dépistage, il est simple, c'est le dosage des PSA avec échographie peut-être, mais le PSA qui oriente le médecin traitant. parfait. Voilà. Alors, comment éviter justement la bonne manière de vivre? Je pense qu'à chaque fois, on parle de manger sain, de marcher, de faire de l'activité et puis éviter toutes les sucreries, les viandes. L'excès, c'est pas bien dans toute alimentation. On commence toujours par le mode de vie, c'est éviter la consommation excessive de la viande rouge et les graisses, bien sûr. J'ai parlé de tabac, il faut arrêter le tabac, l'alcool. Il faut faire une activité physique régulière. Il faut faire il parle d'une activité sexuelle aussi régulière. Éviter le stress. Surtout. Surtout le stress. Je pense que c'est la cause de toutes les maladies de nos C'est jours. presque le stress, surtout le stress oxydatif, il est incriminé. Faire une activité physique et surtout, n'attendez pas l'apparition des symptômes pour voir un médecin. Absolument. Une fois arrivé à un certain âge, faire un dépistage soit individuel, soit collectif. Régulièrement, à chaque fois qu'on se fait dépister, on fait des analyses, on va voir un médecin. C'est pareil que pour les dents, pour tout autre organe. Il faut toujours il faut toujours prendre comme repère le mois de novembre. Novembre 2025, je fais une PSA avec échographie, peut-être le médecin il fait un toucher rectal. Le novembre 2026, je fais le même examen pour l'intérêt, c'est de dépister s'il y a un cancer à temps et le traitement, il est, je dis la guérison, elle est 100%. J'ouvre une parenthèse aussi que le cancer de la prostate, il est pris en charge à 100% par la CNAS, concernant le traitement. Le travailleur peut bénéficier d'un congé de longue durée et même l'admission d'invalidité s'il y a des complications. Très bien. Donc voilà, c'est pour rassurer justement les employés qui pensent que voilà, si jamais ils divulguent leur maladie, ils risquent de perdre leur poste. Voilà, il n'y a pas de souci, ils peuvent être remboursés à tout moment. Alors, est-ce que vous avez des conseils en particulier, surtout pour la sensibilisation durant ce novembre bleu? On a vu que tout le monde était impliqué pour l'octobre rose. Est-ce qu'il y a des endroits où les gens pourraient se rendre pour se faire dépister pendant ce novembre? Pour cette année, aussi, le Pristimed a fait une convention avec un laboratoire ici à Béchar. Et nous avons commencé le dépistage le lundi, où presque les travailleurs de la station régionale de Béchar ont bénéficié d'un prélèvement localement, prélèvement et dosage de PSA. Donc c'est un examen simple, non invasif, c'est un prélèvement de sang et on dose de PSA. Bien sûr, le PSA peut être augmenté dans certaines situations, par exemple un rapport sexuel récent, l'utilisation de vélo ou un toucher rectal récent peuvent augmenter le PSA, mais le médecin traitant peut faire la différence. Est-ce que c'est une PSA pathologique ou... Très bien. Tant qu'on a fait le tour de la maladie de la prostate, du cancer de la prostate, voilà. Donc les téléspectateurs, ils sont informés de la gravité d'arriver au stade 4 pour éviter d'en arriver jusqu'au-là. Il faut se faire dépister et plus on le dépiste précocement, plus c'est efficace. C'est efficace, c'est guérissable. C'est guérissable. Le conseil que je donne, parce qu'on a la culture de l'automédication. Parce que on a parlé avec des gens, ils trouvent du sang dans les urines, ils banalisent la situation.
J'ai vu un pharmacien, il m'a donné traitement XY parce que c'est... Mais je le dis bien que présence du sang dans les urines, le sperme, il faut toujours penser cancer de la prostate et aller consulter le médecin. Alors, on est à quelques jours de la journée mondiale justement du diabète. On a une autre tranche de malades qui souffrent peut-être parfois en cachette, qui ne sont pas au courant de ce qu'il faut faire, qui ne se font pas examiner parfois à temps. Ils se retrouvent avec une glycémie assez élevée, des complications. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la journée mondiale du diabète? Pour le diabète, moi, je m'adresse aux gens non diabétiques. Non diabétiques, qu'ils prennent en considération des conseils, un régime de vie, oui. un régime alimentaire. Donc, à l'âge de 40 ans, on doit réduire à 50% les sucreries, le sel, les graisses, on doit les réduire, faire une activité physique régulière, éviter le stress, éviter les sucreries. Au moins, non diabétique, il doit réduire de 50% à un certain âge de 40 ans et plus. C'est la recommandation de l'OMS. D'accord. Arrivé au diabète, comme vous savez, le diabète, il y a deux types. Diabète type 1, c'est sous insuline, et diabète type 2. Toujours, il faut faire un régime alimentaire, plus le traitement, et suivre les conseils du médecin traitant. Alors, justement, les symptômes d'un diabétique, peut-être que les gens ont quelques symptômes, ils ne se rendent pas compte, ils boivent énormément, ils urinent énormément, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils devraient se faire un petit test de glycémie pour savoir si jamais, ou un glyqué. Alors, c'est toujours, on revient presque comme le cancer de la prostate, il faut toujours faire un dépistage. Un dépistage, avoir des antécédents familiaux de diabète. Il ne faut pas s'attendre aux symptômes, il faut faire un dépistage, une simple glycémie, l'hémoglobine glyquée, les 3 mois, et on peut détecter un diabète sans DV. On commence le traitement, sinon un régime alimentaire pour éviter justement les complications. Donc les symptômes habituels, c'est la polydipsie, la polyurie, la polyphagie. Il mange beaucoup, il urine beaucoup, il boit beaucoup. C'est les 3 symptômes associés. Mais on trouve l'amaigrissement non expliqué aussi. Mais il y a des fois il est asymptomatique. Des fois, on ne trouve pas des signes, mais on fait un dépistage, on trouve qu'il y a des glycémies élevées ou l'hémoglobine glyquée est élevée. Donc bien. Toujours... On va s'arrêter un petit moment, docteur, avec un VTR et on reviendra pour continuer le débat. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec ce VTR réalisé par notre collègue Mina Laraj, interprété par notre collègue Jawida Babahmadi. Nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. Le diabète est aujourd'hui l'une des maladies chroniques les plus répandues dans le monde et il ne cesse d'attirer l'attention des spécialistes de la santé comme du grand public. Cette maladie, souvent silencieuse, touche aussi bien les jeunes que les adultes et représente un véritable défi sanitaire. Je suis un ancien diabétique, il ne faut pas trop y penser, il faut garder le bon moral, prendre son traitement pour mieux gérer cette maladie. Ils m'ont orienté vers un diabétologue après avoir fait les analyses nécessaires. Les portes de l'association sont ouvertes à tous les diabétiques, anciens comme nouveaux, petits et grands. Nous avons enregistré rien qu'à Béchar 23 600 diabétiques. Les médecins soulignent que le diabète n'est pas seulement une question de taux de sucre élevé, mais une problématique globale liée au mode de vie, à l'alimentation et au manque d'activité physique. Les campagnes de sensibilisation jouent un rôle essentiel. Elles informent, préviennent et encouragent les citoyens à adopter de bonnes habitudes pour réduire les risques. L'envie de boire beaucoup d'eau et avec une quantité abondante, c'est un signe de diabète. Il faut voir un médecin généraliste, faire des analyses, puis il sera orienté vers nous au service de diabétologie. Nous le consultons correctement et chaque 3 mois, il faut refaire le bilan général. Chaque 3 mois, il faut le vérifier. Il faut vérifier le malade correctement, il faut demander un bilan.
Aujourd'hui, les autorités sanitaires appellent à une prise de conscience collective car la prévention reste la meilleure arme pour limiter la progression de la maladie. Entre dépistage précoce, éducation nutritionnelle et accompagnement médical, la lutte contre le diabète devient un objectif prioritaire pour préserver la santé publique. Et voilà, c'était un VTR réalisé par Mina Laraj, interprété par Javid Abab Ahmed. Nous reviendrons vers notre invité, Dr Berriwa. Justement, on a vu un nombre important, plus de 23 000 malades diabétiques, justement, à Béchar seulement. C'est quand même assez... C'est quand même un nombre important, oui. Mais il y a des sous-déclarations. Il y a des gens diabétiques qui ne sont pas peut-être il y a plus que ça. Il y a plus que ça. On parle surtout une prise en charge multidisciplinaire, surtout chez l'enfant. Si on parle du diabète de l'enfant, oui. Il faut une prise en charge multidisciplinaire, le médecin traitant, le diabétologue, le psychologue et surtout l'environnement, la famille. Une prise en charge parce que c'est un enfant, c'est difficile d'appliquer le régime sévère, voilà. Donc il faut l'implication de la maman, du père, toute la famille. Le médecin traitant, le diabétologue, pour et même l'enseignante à l'école. L'enseignement à l'école, et pour éviter justement les complications. Les complications sont généralement rénales, cardiaques et ophtalmo. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont très jeunes, ils présentent une cécité totale à cause de la rétinopathie diabétique, parce que les gens négligent le régime alimentaire et certains, même le traitement. Ils arrêtent le traitement sans l'avis du médecin traitant. Il vous dit que je suis bien équilibré parce que je trouve une glycémie à jeun à 0,90, 1 gramme. Mais il faut toujours consulter le médecin traitant parce que c'est l'hémoglobine glyquée, c'est celle qui peut dire que c'est un diabète équilibré ou non. Et puis, il y a le risque aussi de l'hypoglycémie chez les gens qui prennent de l'insuline. Je pense que c'est pire que l'hyperglycémie. Oui, les risques et les conséquences. C'est vrai, l'hypoglycémie, elle est mortelle, parce que s'il y a une hypoxie cérébrale, l'état comateux est là, il y a c'est le coma, puis, surtout s'il est loin d'une structure de santé, elle peut être mortelle. Mais toujours, je dis bien, la prise en charge qui est multidisciplinaire, il y a les conseils. Parce que le médecin traitant donne le conseil, quels sont les signes de l'hypoglycémie, quels sont les signes de l'hyperglycémie, la conduite à tenir. Les enfants, on les conseille toujours de prendre avec eux des bonbons, du chocolat. Une fois ils sont les signes d'hypoglycémie, la faim, le tremblement, etc. Il peut prendre, transpiration, malaise, etc. Il peut prendre, nausée aussi parfois. Il peut prendre des bonbons, la sucrée pour augmenter la glycémie. Ensuite, il consulte le médecin traitant. Alors pour les symptômes de l'hypo, on vient de les citer. Et pour l'hyper? Hyper, toujours, il y a l'asthénie, il y a les céphalées, surtout l'asthénie céphalée, il y a l'exagération des signes qu'on a cité. La polyurie, la polydipsie, l'exagération. Donc il urine beaucoup lorsqu'il y a une hyperglycémie. On a remarqué des glycémies à 4 grammes. À 6 parfois. À 4 grammes, des fois plus. Donc, ils sont de l'asthénie, j'ai des maux de tête, j'urine beaucoup. C'est généralement ces signes. Docteur, bizarrement, il y a quelques cas bon, c'est pas la règle générale, mais dans quelques cas, il y a des gens qui ont des glycémies élevées, mais qui n'ont pas de symptômes. Ils ne se rendent même pas compte. Justement. Sur le plan fatigue, urine et tout ça, mais... Justement, j'ai parlé d'où l'intérêt de faire les tests, justement. Il y a des cas. Il vit avec 2 grammes, aucun signe, comme l'astéa. Sinon plus, parfois jusqu'à 4-5, ils ne se rendent même pas compte. Justement. C'est d'où l'intérêt. Toujours, on revient au dépistage. Il faut avoir des antécédents familiaux de diabète, il faut faire des dépistages régulièrement. Chaque année, on peut faire un dépistage, une glycémie. Une glycémie, ça ne coûte rien, une glycémie, l'hémoglobine glyquée, pour découvrir justement ces cas asymptomatiques. Il y a des cas, comme l'astéa aussi, on a trouvé des vins avec 20-11, il n'a aucun symptôme. Oui.
Et justement, actuellement, on a des mécanismes beaucoup plus simples. Un glycomètre à la maison, ça peut faire l'affaire. On peut surveiller avant le repas, après le repas. Et puis, je pense que toutes les familles ont au moins un diabétique dans la famille. Donc, pourquoi pas prendre l'appareil, utiliser, voir, vérifier de temps en temps. Justement, c'est le glycomètre est disponible presque dans toutes les maisons. Aussi, il est disponible grâce à la carte Chifa ou la CNAS, parce que, comme vous savez, le diabète, il est pris en charge à 100%. Donc, on n'a pas de... Le dispatching se fait à titre gratuit au niveau des pharmacies. Au niveau des pharmacies, le traitement, il est gratuit, mais on demande l'implication du malade. L'implication dans le traitement, dans la prise en charge. C'est très important, c'est de faire des visites régulières, parce que, en principe, tous les 6 mois, on fait un bilan. Oui. Parfois, une fois par an, on fait un bilan rénal, cardiaque, pour dépister les complications. Voilà, un bilan général. On peut détecter beaucoup de choses. Détecter les complications à temps. Pour ne pas arriver à l'amputation, parce qu'on a remarqué la négligence peut arriver à l'amputation d'un membre, à gangrène, membre inférieur, un membre, les 2 membres. On a remarqué qu'il y a amputation des 2 membres grâce à cause d'une gangrène diabétique. Donc, les conseils, il ne faut jamais négliger, par exemple, une plaie. Un diabétique, ce n'est pas comme un sujet normal. Une plaie, on doit consulter un médecin. On ne néglige pas, on l'entraite à la maison. Toujours, il faut consulter le médecin pour faire un examen minutieux. Il donne un traitement adéquat pour éviter les complications. Et surtout pour le pied diabétique, justement, on sait qu'il ne ressent pas grand-chose. Il peut marcher sur une punaise sans même s'en rendre compte. Il faut toujours vérifier s'il y a quoi que ce soit entre les doigts, les rougeurs, les couleurs qui changent, les odeurs. Il faut vérifier et être très... Très bien. Alors, il y a un autre volet. Est-ce qu'il y a des symptômes chez les femmes enceintes? Parfois, est-ce qu'elles font des, je sais pas, des hyperglycémies pendant la grossesse? Au final, ça part. Oui, pour la femme enceinte, si vous avez remarqué, il y a toujours un bilan. Parmi les bilans, il y a la glycémie. Parce que les chiffres d'une femme enceinte, ça diffère d'une femme normale. Il y a certains chiffres, une fois dépassé 0,90, on fait l'hyperglycémie provoquée par voie orale. On fait un test au laboratoire. On lui donne du glucose. Ensuite, on fait des analyses pour classer est-ce que c'est un diabète gestationnel ou non. Donc, si c'est un diabète gestationnel, c'est une mise sous traitement, bien sûr, d'insuline automatique jusqu'à l'accouchement. Alors, est-ce que ça influence le petit qui est dans son ventre? Est-ce que ça peut engendrer des risques? L'intérêt d'équilibrer. S'il n'y a pas de traitement, il y a des risques de l'avortement, l'accouchement prématuré, peut-être la mort in utero. Mais s'il est bien pris en charge par le médecin traitant, elle peut accoucher normalement. Et en principe, le diabète gestationnel, ça disparaît après l'accouchement. Alors, les conseils pour clôturer notre débat. Le conseil, en tenant compte des symptômes, il ne faut pas négliger un symptôme. J'urine beaucoup, je dois consulter le médecin. Je dois appliquer les conseils de mon médecin. Comme vous avez cité, par exemple, l'examen des pieds, je consulte mon médecin tous les 6 mois, au moins tous les 3 mois. En cas de renouvellement du traitement, je ne me limite pas au renouvellement de l'ordonnance. Je passe chez le médecin pour un examen des pieds, un examen de tous les corps. Aussi, il faut l'implication de la famille pour la prise en charge, parce que c'est difficile, surtout chez l'enfant, pour prendre en charge, en particulier chez l'enfant. Toujours, n'oubliez pas ce dépistage. Ce dépistage, soit en médecine de travail, soit individuellement. On passe au laboratoire, on fait une glycémie une fois par an, là, pour dépister. Parce que même le diabète, s'il est pris en charge à temps, un régime alimentaire peut équilibrer un diabétique. Ah ben, je vous remercie, Dr Belriwa, pour toutes ces informations. Nous avons été très ravis de vous accueillir avec nous ce matin. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
دول الناس واحد في من كهاني انا بايت عزاز ليمونة نوضي تشدبي يا وصلات على الله والنبي ليمونة نوضي تشدبي يا وصلات على الله والنبي على الصلاة سولت على زرهات ما شيخي مدفون سولت على مكناس ما سيدي عزاز سولت على زرهات ما شيخي مدفون سولت على مكناس ما سيدي عزاز اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي يا اللهم صلي على النبي يا اللهم صلي على النبي يا ما دامت الايام دايما اللهم صلي على النبي يا ما دامت الايام دايما مالي يا ربي مالي من دول الناس واحد في من كهاني انا بايت عزاز مالي يا ربي مالي من دول الناس واحد في من كهاني انا بايت عزاز ليمونة نوضي تشدبي يا وصلات على الله والنبي على الصلاة سولت على علال سكن بني ملال ويا مالي من الحال سبعة رجال سولت على علال سكن بني ملال ويا مالي من الحال سبعة رجال اللهم صلي على النبي يا اللهم صلي على النبي يا ما دامت الايام دايما يا ما دامت الايام دايما مالي يا ربي مالي من دول الناس في بالكهاني انا بايت عزاز مالي يا ربي مالي من دول الناس واحد في بالكهاني انا بايت عزاز ليمونة نوضي تشدبي يا وصلات على الله والنبي ليمونة نوضي تشدبي يا وصلات على الله والنبي على الصلاة Et voilà une très très belle chanson bien rythmée avec Nora Gnawa, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous retrouverons notre prochain invité juste après ce jingle. Restez avec nous. Et l'invité de cette matinale, c'est Monsieur Bouknaïf. Bonjour
Oui. Blel Bonjour. Bouknaïf, bonjour, bienvenue. Alors, justement, nous allons parler de cinéma, de tourisme, du Festival international du court-métrage qui s'est déroulé à Temimoun. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que Merci. vous pouvez nous dire? Merci. Bon, je reviens un peu sur la localité elle-même, Timimoun, donc qu'on appelle communément l'Oasis Rouge. Donc, c'est une petite localité dans le sud algérien et qui est devenue wilaya il y a 2 ou 3 ans. Et cette localité, elle a plusieurs facettes. Plusieurs facettes d'abord parce que c'est une ville lumière. C'est une ville lumière. Il y a beaucoup de ksurs autour de Timimoun qui donnent cette valeur ajoutée à cette ville comme Ixer, comme Ouled Saïd, tout ça. L'énorme palmeraie de Timimoun qui dépasse les 100 000 palmiers aussi donne un aspect touristique et culturel énorme. Donc, le choix pour le festival du cinéma qui vient de se dérouler la semaine dernière. Cette semaine, justement, c'est pas la semaine dernière. Cette semaine, ça s'est clôturé avant-hier, le mardi, justement. Voilà, donc du jeudi, du 13 au 18. Voilà. Du 13 au 18 novembre. Donc, a apporté un plus, en plus de la construction de la cité cinématographique à Tinarkouk. Donc, que moi je vais appeler le petit Hollywood. Donc, c'est un petit Hollywood. Ça va donner une autre dimension à cette ville qui ne manque pas de charme, je vais dire. Donc, on connaît Timimoun sur le plan touristique, bien sûr, mais ce festival, comme je viens de dire, va donner encore un plus pour l'apport économique de la région, l'apport touristique, parce que ça va faire découvrir encore plus la ville de Timimoun. Ce festival aussi, je vais peut-être un peu accentuer sur le festival lui-même. Ce qu'il va apporter à Timimoun, c'est que ça va donner peut-être une perspective d'emploi aux jeunes de la région. Ça va développer encore plus sur le plan touristique, économique et culturel, évidemment. Et ce festival a apporté une dimension africaine. Absolument. Et ça, à mon avis, c'est très, très, très important pour notre pays. Je pense d'ailleurs, l'invité de cette première édition, c'était le Sénégal. C'est le Sénégal comme invité d'honneur. Et on sait que le Sénégal est un pays déjà de cinéma. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont fait des grands films. Et donc, cette dimension africaine va donner peut-être encore plus, parce que je pense qu'il y a eu 63 films. Oui, dans 43 en compétition. Donc, et 23 pays participants, absolument. Invités. Donc, vous voyez l'importance Et Timimoun, elle n'est pas à sa première, parce qu'il y a eu quelques années déjà le Cannes Junior. Le Cannes Junior qui, malheureusement, n'a pas... a été perdu au fil des années, malheureusement. Oui. Donc, ce festival-là, j'espère qu'il va être annuel. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. On souhaite qu'il soit annuel. Et cette fois, il a été international, mais à dimension africaine. Et on souhaite qu'il sera international à dimension mondiale. Et c'est très propice. Parce que le Gouara, la Saoura, tout ça, tous nos sites, je reviens un peu à la qualité. On va s'arrêter un petit moment, justement, avant de revenir au site. On s'arrête un petit moment avec ce VTR que nous vous avons réalisé à partir de Timimoun pour voir, justement, pour avoir un aperçu sur la ville et le festival.
De la salle de cinéma, direction les marchés traditionnels de Timimoun. Ici, les invités du festival ont trouvé leur bonheur. Poterie, tissage et bijoux traditionnels, autant de pièces artisanales qui racontent l'âme de la région. On a un patrimoine riche et chaque wilaya a son propre style. Moi, j'aime nos articles traditionnels tels que tabak, chèche de toutes les couleurs. Et là, je suis dans un marché très coloré, vraiment envie d'acheter des souvenirs. Et je pense que Timimoun, c'est un endroit qu'il faut découvrir. Mais c'est aussi un endroit pour ceux qui écrivent. J'ai aimé ce chèche que je porte sur la tête. J'ai bien aimé voir les gens de Timimoun le porter, ça ressemble à une fleur. Je trouve que c'est une très belle culture. Un engouement qui plaît aux artisans et qui crée une véritable dynamique. Certains voient leur activité prendre un nouvel élan. Les visiteurs des stands de l'exposition, en particulier ceux liés à la région, ont été émerveillés. Ils ont découvert des objets d'un aspect africain, arabe et amazigh. Avec ce festival, on a eu plus de visiteurs. Ils ont pris plusieurs articles, même des tapis. Le flux était appréciable et les produits artisanaux ont bien été vendus, ce qui prouve que le festival était bien réussi. Plus qu'un simple événement cinématographique, le festival devient un espace de valorisation du patrimoine de la région. Une occasion unique pour les artisans de faire connaître l'authenticité de l'identité locale. Voilà, c'était un petit aperçu sur le déroulement de ce festival. Je reviens vers mon invité, M. Bouknaïf. Alors, on parlait justement dans les coulisses des réalisateurs qui ont visité la région depuis des années. On recevait déjà à Béchar, sachant que le premier court-métrage s'était déroulé à Tarit, c'était le Tarit d'Or. Oui, il y a eu le Tarit d'Or à la localité de Tarit. Il y a eu plusieurs films qui ont été tournés aussi à Tarit même. Oui. Des grands réalisateurs ont tous fait quelque chose dans cette vallée de la Saoura. Je citerai Belhaj, qui a fait un film ou deux sur la région de Tarit. Et bon, l'événement peut-être mondial de la vallée de la Saoura, c'est le film de Bertolucci, Bernardo Bertolucci en 86, Oui. qui a fait le thé au Sahara. Et je me rappelle d'une expression, parce que j'ai eu le privilège de l'avoir connu et discuter un peu avec lui. Il m'a dit, mes caméras ne peuvent pas donner la valeur de cette beauté de la région de Beni Abbas. Voilà. Et j'ai aussi le privilège, un grand privilège de rencontrer M. Yves Boisset, grand réalisateur français, à la région de Tarit lors de la semaine du tourisme saharien. Voilà, en 97. Donc ça aussi, ça a été une rencontre pour moi très captivante et très culturelle, parce que, bon, pour parler avec M. Bertolucci, qui est un réalisateur engagé, donc je reviens un peu à nos sites, les sites comme Tarit, comme Mazer, comme Beni Abbas, Igli, et nous allons vers Charwin, du côté de Timimoun. Tous ces sites-là, à mon avis, sont des sites cinématographiques qui ne demandent qu'à être utilisés pour des grandes réalisations. Juste mettre en œuvre ce paysage, voilà, ce silence du désert, cette harmonie de couleurs. On a pas mal de choses. Il y a justement ces couleurs-là. Donc la vallée de la Saoura, c'est les couleurs. Oui. Il y a les dunes, bien sûr, il y a la palmeraie, il y a ce rouge ocre qui est un peu partout. Il y a aussi l'oued qui, les oueds de la Saoura, quand ils sont crus, ils apportent la 4e dimension. C'est-à-dire il y a les 3 couleurs qui sont permanentes. Et quand il y a l'eau, bien sûr, c'est un plus pour
la Saoura, pour le Gourara aussi. Les montagnes rocheuses avec sanglier aussi. C'est une harmonie de couleurs. Oui, de couleurs. D'ailleurs, on avait un réalisateur algérien dans le festival justement qui pensait tourner un western. Voilà, l'idée lui a traversé l'esprit en disant je me vois bien réaliser un western ici. Ce n'est pas la première idée. C'est-à-dire, il y a eu déjà cette tentative de faire un western dans la région de Mazer, à côté d'Igli, donc une petite localité avec son ksar. Et j'en ai parlé même avec celui qui avait cette idée-là, parce que le site s'y prêtait. C'est un peu comme un village mexicain, quoi, pour le western, western spaghetti, comme on dit. Donc, c'est vraiment, c'est des sites prêts. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Donc, ces couleurs-là, dont vous parlez, et moi, je vais revenir un peu sur Timimoun, parce que à Timimoun, il y a une identité. Cette identité, ça vient, bon, bien sûr, du Gourara, de la culture de Gourara, et en plus, vous avez été donc à ce festival, vous avez assisté, vous avez vu ce mélange de couleurs dans les marchés, Absolument. En plus, il y a la valorisation de tout ce qui est artisanat. Artisanat qui va encore, peut-être, à cause du festival, va encourager peut-être les dames qui vont essayer de profiter un peu de la venue de touristes et tout ça pour valoriser encore plus leur savoir-faire. Justement parce qu'il y avait déjà le marché traditionnel, il y avait une exposition d'artisanat à proximité du théâtre de verdure où se déroulaient justement les projections en plein air des films en compétition. Voilà. Et il faut dire que voilà, les gens étaient impliqués. Et j'ai entendu une expression d'un Égyptien qui disait qu'il était émerveillé par l'architecture justement de la ville. Oui. On aurait dit que c'est une seule personne qui a tout construit. Oui. Je crois qu'il y a une harmonie mais extraordinaire. Oui, il y a l'ancien hôtel qu'on appelle l'Oasis Rouge, je crois, l'hôtel qui est maintenant destiné pour des travaux d'ingénierie, je crois que ça s'appelle. C'était un atelier d'ailleurs. Capter, il y a des ateliers. Alors c'est le centre algérien du patrimoine bâti et terre, voilà, c'est ça le Capter. J'ai eu l'occasion de visiter, parler avec des étudiants qui sont venus du nord, entre autres Annaba, Taraf et Alger, Oran, les Belabès, et eux-mêmes ils étaient un peu captivés par cette architecture rouge. Oui. Il y a le rouge domine donc dans ce. Pas que la couleur, même l'architecture, le niveau des bâtis. Elle-même, parce qu'elle est néo-soudanaise, donc c'est une architecture qui vient des fins fonds de l'Afrique. Les Africains qui n'étaient pas dépaysés, parce qu'il y avait aussi un participant qui disait que c'est le même thé que je sais pas quel pays, le Mali, c'était un Malien. Il disait qu'ils ont vraiment la même préparation de thé. Exactement, le thé, il y a la façon de mélanger l'argile, tout ça pour donner cette structure. Pour façonner ces structures. Façonner cette structure. On a des points en commun dont on doit profiter justement. Voilà. Donc, et ce qui est bien, c'est que on a gardé ce cachet architectural, ça n'a pas changé. Oui. À l'inverse de certaines villes qui ont perdu tout leur cachet. Non. Mais Timimoun a gardé ce cachet architectural néo-soudanais qui a son importance. Hein. Même la cité de Tinerkouk, elle a été bâtie dans ce sens. C'est-à-dire, on n'a pas changé, on a gardé... Juste restauration des lieux, mais on a maintenu l'aspect... les mêmes produits. Et j'encourage justement... ces jeunes-là qui viennent pour Capter, justement, de continuer à valoriser cette structure architecturale de la ville de Timimoun. Alors déjà, les organisateurs ont fait un travail extraordinaire sur le plan préparation. Déjà, les cérémonies d'ouverture et clôture, c'était un truc de très
magnifique, quelque chose de grandiose, quoi. On a vu un mélange de cultures, mélange de couleurs, de folklore, une musique extraordinaire, sonorisation parfaite. Voilà. Même les gens de Timimoun étaient éblouis par ce changement. Eux qui sont habitués à une ville calme, ils ont vu quand même une activité extraordinaire pendant toute la semaine. On est dur, non, même voilà, pas. le matin, ça commençait avec des tables rondes, avec on discutait les films de la veille. Et puis, il y avait aussi les projections au niveau du cinéma cinéma municipal de la ville de Timimoun, les projections au niveau du théâtre de Verdure, des ateliers au niveau de l'hôtel Gourera et au Capter. Franchement, c'était bien animé. Et même à la Maison de Culture, il y a eu un colloque, je pense, international. Justement, ces débats dont j'ai suivi un petit peu par les informations, j'ai suivi un peu les débats qui ont été faits après les films, c'est-à-dire les gens étaient intéressés. Les gens étaient intéressés, ils étaient là. Justement, on reviendra pour parler des débats, mais on a été récolter justement les avis des participants et des invités de ce festival qu'on va découvrir avec vous dans ce VTR. Très ambitieux et assez réussi, je trouve. Moi, je m'attendais pas à tout ça en fait. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit. Et donc j'étais très impressionné par toute l'organisation, parce que bon, c'est une première, donc c'est normal aussi. Mais je n'avais pas imaginé que ça allait être aussi grandiose. Et sous le ciel du désert, c'est encore mieux. On parle souvent de la place internationale, mais la place internationale n'est pas à l'extérieur. On fait partie de cette place internationale. Et tous ces festivals-là, ça nous donne nos propres repères dans cette place internationale. Que ce soit le festival de Timimoun, Annaba, Oran, Bjaya, Betna, Alger et d'autres, j'espère, parce qu'on est un festival continent. Donc on a la capacité d'avoir 50 festivals et je pense que ça ne sera pas trop pour un pays aussi grand que l'Algérie. La spécificité se crée en vérité. Mais la spécificité, c'est de montrer un territoire et un endroit d'Algérie qu'on montre peu finalement. On connaît énormément le nord et même sa diaspora connaît peu le désert algérien. Donc moi je le découvre avec ce festival, c'est la première fois que je viens dans le sud. Donc ça me touche énormément. Ça représente une fédération algérienne beaucoup plus large que ce qu'on pense et beaucoup plus large que ce qu'on peut montrer. Et le caractère africain du festival est notable. Et du coup, je suis très content que Timimoun ait ce festival. Et que nous, les artistes, on se réunit autour de films, de pépites, parce que on a besoin aussi que les jeunes réalisateurs qui réalisent leur premier court-métrage comme moi se réunissent et se partagent les idées. Ce festival va obliger tous les films à venir ici avant d'aller là-bas, à Cannes. On passera tous les films ici et après, ils iront être projetés ailleurs. يعني pour te dire l'importance du lieu. De toute façon, الفن هذا هو تقدر تنقز من حاجة لحاجة à condition d'être sincère, je pense. C'est le mot d'ordre qui revient toujours dans ma démarche artistique, c'est qu'il ne faut pas se mentir.
C'est-à-dire le côté Hada, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il est temps de plus montrer sa sincérité envers l'art que son action, que de faire beaucoup de choses pas sincères, faire peu de choses, mais très sincèrement. C'est très impressionnant, c'est rare que les courts-métrages soient mis autant à l'honneur, donc ça fait vraiment plaisir que les films passent en plein air ici avec beaucoup de monde, c'est vraiment un bonheur d'être là. J'aimais la ville, j'aimais l'architecture, j'aimais la nature, j'aimais également donc, comment les gens, l'hospitalité. On souhaite que nos moyens nous mettent en charge, au moins que des moyens soient mis en place entre les deux pays pour que nous, on utilise cette nature comme décor de tournage et éventuellement travailler avec des artistes algériens. Voilà, tout le monde était d'accord sur la beauté de la ville et sur la bonne organisation de ce festival qu'a abrité justement Timimoun du 13 au 18 novembre 2025. En attendant la deuxième édition, la première, je dirais qu'elle était très réussie. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Donc, l'apport que ce genre d'événement apporte justement à la région, à Timimoun et au sud de manière générale, sachant aussi que dans quelques jours, en moins de 2 semaines, on aura le Festival international du théâtre qu'abritera justement Adrar. La ville d'Adrar, oui. Donc, tous ces événements, hein. Donc je reviens un peu sur Timimoun. Timimoun est très connu par les festivités du Mouloud, hein, le Sboua du Mouloud, donc où il y a 3-4 000 personnes qui viennent fêter le Sboua du Mouloud Nabawi Sharif chaque année. Donc déjà, il y a cette dimension. Et il y a aussi le folklore. Le folklore à Timimoun, vous savez que chaque petit village a sa propre troupe folklorique. Donc, le Ahlil qui est connu mondialement. Donc, je me rappelle que le premier enregistrement qui a été fait par RTL déjà en 1973, vous imaginez, ça remonte à loin. Oui. Donc, le premier 33 tours que j'ai chez moi, donc je l'ai trouvé à la FNAC de Paris. Déjà, à cette époque-là, il y avait ce folklore. Je reviens un peu à votre question. Pour l'apport économique et touristique, bien sûr, si Timimoun va donner certainement et sans doute au cinéma algérien sa place sur la scène internationale, avec ce qu'on a construit, la cité, et vous venez de parler de la semaine du théâtre à Adrar. Donc, en quoi le sud et le désert, le Sahara algérien fait le bonheur des artistes. C'est toujours des dimensions et des valeurs ajoutées à nos régions, et ça va certainement ramener un plus économiquement et touristiquement, certainement dans toute la région du Gourara, du Touet, de la Saoura et ainsi de suite. Voilà. Alors, on aimerait bien justement que ce genre d'événement revienne à la ville de Béchar aussi, qui a perdu le Moussim de Territ depuis des années. Les 2 éditions seulement du court-métrage. Le rallye, je pense qu'on appelait ça Marathon des Dunes. Et le festival de Gnawa. Le festival de Gnawa aussi. On attend justement la dimension internationale. On a perdu la nationale qui a été récupérée par nos voisins de Naama. Mais dans l'attente, justement. Peut-être que c'est en voie parce que il y a quand même des pourparlers pour que le festival du Gnawa revienne à la ville de Béchar. Avec une dimension internationale, justement. Avec une dimension internationale. Voilà. C'est tout le mal qu'on espère pour la vie. C'est tout ce qu'on souhaite. Parce que Béchar, quoi qu'on dise, c'est une ville culturelle par excellence. Hein. Oui. J'ai eu l'occasion déjà de parler de ça il y a quelques années sur les plateaux même du Canal Algérie. Je dirais qu'il y avait plus de 160 troupes musicales et folkloriques à la ville de Béchar après l'indépendance. Vous imaginez, il y avait presque une quinzaine de troupes féminines. Hein. Donc ça montre quand même l'apport culturel qu'ont ces villes du Sud. Ah oui, le Sud algérien est vraiment riche, il a un potentiel. Potentiel riche, coloré, varié, divers, tout ce qu'on veut.
tout ce qu'on veut. Il faut juste venir choisir et avoir l'idée justement d'en profiter du paysage, de l'hospitalité des gens. D'ailleurs, même les visiteurs de Timimoun, ils étaient impressionnés par l'accueil chaleureux que leur a réservé la population. Il y avait l'acteur Miret, je crois, Aliouet. Donc, lors du festival de la semaine culturelle à Béchar, dans le cadre de Alger, capitale de la culture arabe, on avait ramené une troupe de jeunes filles de Tarit avec la tenue traditionnelle. Il en a profité pour prendre quelques photos, séquences pour son film qui était en train de tourner. Donc vous voyez il profite de l'occasion, il est venu comme ça, il a dit tiens, c'est ce que je voulais pour mon film. Je ne sais pas si son film a été réalisé ou pas, mais il a profité de la présence de ces jeunes filles de la ville de Tarit pour justement, parce que l'habit traditionnel aussi a son impact et son rôle dans la culture de la Saoura. Alors, je reviens justement, puisqu'on a parlé du grand Atman Aliouet, au film réalisé de Boumama, justement dans la région de Naama. Il y a pas mal de réalisateurs algériens, notamment aussi l'Arbi Lekhal, Monsieur l'Arbi Lekhal aussi, qui a fait pas mal d'œuvres dans le monde du cinéma. Oui, il avait son film aussi qui a été tourné au niveau. Beaucoup de films historiques surtout. Oui. Et pas mal de films qui ont été aussi tournés au Ksar le Ksar de Tarit. Oui, j'ai déjà dit ça. Je crois qu'il y a eu même une quinzaine de films qui ont été tournés dans la région de Tarit, Barti et des films de toutes sortes. Et voilà, donc les sites s'y prêtent. On n'a pas à rajouter quoi que ce soit. Le décor, il est là. On ramène les acteurs, on ramène les caméras et on commence. Moi, je déplore une chose, c'est que le fort qui a été fait pour le film de Théo Sahara, ça a été détruit. Ça aurait été un apport pour le tourisme, pour dire aux touristes qu'ici, en 86, on a tourné un film avec un très très grand réalisateur de renommée mondiale qui est Bernardo Bertolucci. Ah ben, je pense qu'on arrive à la fin justement de cette rencontre, de ce plateau. Je vous remercie pour toutes ces informations. J'espère vous retrouver dans d'autres séquences pour parler du tourisme dans la région. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec cette pause musicale. Nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. احنا لبينا في بلاد لباط احنا لبينا في بلاد لباط خليت ولادي احنا لبينا في بلاد لباط طينا الفاتحة يا ولدي ومشينا احنا لبينا في بلاد لباط
ولادي وجميع الأحباب وأنا ملبية الهدي لبينا Et voilà, c'était Houda Hamouda, une chanteuse de la localité de la région d'Adrar. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar ce jeudi le 20 novembre 2025. Et nous arrivons à notre troisième et dernier plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir M. Abbassi Abdelkader. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ikram, bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Marhaba bik. Donc nous allons parler justement du festival national de l'audiovisuel. Alors d'une simple petite rencontre d'audiovisuel vers un festival national, comment que ça s'est passé? Eh bien donc je crois que on doit en parler parce que là, comme vous le savez, notre région est justement connu pour de tels événements, surtout quand il s'agit d'activités qui a trait à l'audiovisuel en général. Absolument. Donc, en tant que j'étais directeur du centre d'information du CIH, et président de l'association Infocom. Il faut le signaler. Donc, ça n'a pas été une coïncidence parce que là, le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec la création du CNIJS, le Centre national d'information de jeunesse, et c'était, dans le temps, c'était le ministère cherchait un moyen de massifier un peu les activités de la jeunesse, de promouvoir les activités de la jeunesse, et entre autres aussi inciter la jeunesse à intégrer les établissements de la jeunesse. Et comme c'était la période des années 90, donc vous savez donc la période, donc ils ont créé ce qu'on appelle le CNIJS. Puis le CNIJS, c'était le Centre national d'information de la jeunesse. Et puis au niveau local, il y avait la création des CIH. Bon, il y a eu toute une période de transition, etc. Voilà. Donc la relation entre le festival, ce qui a été finalement le festival, puis auparavant c'était une rencontre. Donc on cherchait justement les moyens ou les supports de promouvoir ces activités. Entre autres, d'inciter les jeunes justement à communiquer entre eux, à intégrer un peu les établissements, à profiter des activités qui se trouvaient au niveau de ces établissements. Et comme le CIH, comme son nom l'indique, Centre d'information de la jeunesse, donc il y avait la création de points d'information, de PIJ, ce qu'on appelait PIJ, points d'information jeunesse, au niveau de ces CIH. Et là, on a vu, j'étais justement à l'initiative avec quelques membres au niveau national, des sièges au niveau national, et de la DPIJ, la direction nationale de l'information au niveau du ministère de la Jeunesse et Sport. Donc on a pensé justement à créer ou à proposer un événement qui regroupait le produit des centres, produits des établissements de formation de la jeunesse et leur inculquer des techniques qui pourraient justement aider à réaliser ce projet, cet énorme projet. On a vu donc ici au niveau de Béchar avec nos collègues, on a proposé donc d'organiser des journées de formation sur l'audiovisuel. C'est le moyen d'audiovisuel. Et donc, on a proposé à ce que ça soit au niveau de Béchar. Et c'était quoi au juste? C'était des formations? C'était des formations sur les moyens audiovisuels. Donc, quand on dit audiovisuel, donc caméra, micro, éclairage, son, montage, éclairage et tout ça. Et là, on n'avait pas bien sûr le personnel compétent. Donc on a fait appel à la télévision. Donc
via la station régionale de Béchar. Et là, tout le monde était là, tout le monde, donc on avait avec la direction justement l'autorisation de la centrale, donc on a eu l'accord. Donc on a proposé cet événement, le ministère a donné donc son accord. Donc là, c'était donc la journée, enfin des journées journées nationales sur l'audiovisuel. Donc c'était tout simplement des formations. Et en plus, c'était des montages, des petits montages que réalisaient ces jeunes qui se formaient, c'était des gens, et ils les présentaient donc à plusieurs reprises au niveau des établissements, au niveau donc c'était là. C'était des vidéos qui concernaient quoi au juste? Donc c'était des vidéos qui parlaient de toxicomanie, voilà, sensibilisation, de culture, reportage de la région, le reportage sur la région, d'environnement, c'était des sujets un peu différents, variés. Et justement, si on parle d'impact, l'impact que cela a eu sur les amateurs de l'audiovisuel. Alors donc d'un salon de l'audiovisuel au festival de l'audiovisuel, bien sûr destiné à la jeunesse, généralement les amateurs bien sûr. Donc l'impact, c'est qu'on a eu déjà beaucoup de jeunes formés, dont des jeunes amateurs issus qui sont pratiquaient déjà, je vais dire, le tournage des trucs, des mariages. Voilà. Par exemple, il y avait des petites boîtes qui couvraient justement les mariages, etc. Donc ils ont une formation et ça les a incités justement à aller un peu plus loin, donc à produire. Ça leur a apporté un plus. Voilà, c'est un plus. Et aussi, donc, on a pu justement constituer un petit groupe, une petite cellule de jeunes, ce qu'on disait une équipe pluridisciplinaire d'audiovisuel, donc des caméramans, des photographes, etc. Donc, et qui ont fait justement, c'est eux qui dirigeaient, qui s'occupaient de l'entité communication au niveau du sillage, au niveau du PIJ, du point d'information jeunesse. Et puis par le biais d'Infocom Jeunes, puisque c'était une association de caractère national, Wilaya, donc qui faisait partie aussi d'un réseau national qui dépendait de l'Association nationale de l'audiovisuel. Donc on a donc demandé à ce que ce salon devienne un festival. On a eu justement donc l'accord, et depuis le temps donc c'est devenu donc un festival qui à ce jour s'organise au niveau de l'Office de la jeunesse de la jeunesse, l'ODEJ, qui auparavant c'était Sillage. Donc, actuellement, son édition numéro donc on est juste donc presque septième édition. Depuis sa création, depuis qu'il a été érigé en festival national. Donc il est destiné à la jeunesse amateur qui justement qui travaille en étroite collaboration avec le mouvement associatif qui dépend du secteur de la jeunesse et sport, bien sûr. Donc, ouvert à tout le monde. Donc, mais seulement, c'est la jeunesse et sport qui l'organise. Et là, justement, c'est un tremplin vers la pratique du cinéma en général. Donc, Béchar a eu presque 3-4 prix. Donc, on était pendant presque 3 à 4, 5 reprises. Des lauréats. Des lauréats, donc on était au podium. Et on a eu à tout le temps, presque à chaque fois, on a eu donc parmi les premiers, deuxième, troisième place au niveau national. Et aussi, l'impact, c'est qu'on a déjà, parmi ceux qui ont été formés, ceux qui ont fait ce passage justement du salon au festival et qui, à ce jour, bon, indirectement, bien sûr, ils activent toujours, sont maintenant au niveau de grandes entreprises, justement dans la télévision nationale. Donc, vous avez Kamel Turki, vous avez Mohamed Touel, vous avez donc notre réalisateur qui ont fait ce passage. Ça apporte un plus, ça c'est sûr. C'est sûr. Et là aussi, on a aussi des gens qui sont à l'étranger, donc à Jazeera même, qui sont à Dubaï, qui sont à Qatar, qui ont fait le passage. Justement, ils sont d'heureux de Pisa Wilaya. On a aussi des gens qui sont investis dans le droit privé. Ils ont leur boîte de communication. Un peu partout. Et là, vraiment, c'est un honneur. Donc, on sait que ce domaine est ouvert à tout le monde. Et là, c'est grâce justement à ce festival, bon, en plus d'autres activités, bien sûr, les jeunes se sont imprégnés, s'intéressent à l'audiovisuel. Parce que là, l'audiovisuel au niveau de la ville de Béchar, ça devient justement un objectif, même
justement, je sais pas, un but, donc, pas personnel, mais parental déjà. Justement, je me rappelle les années 2003-2004, pour mon mémoire de fin d'études, j'avais besoin d'un reportage filmé. C'était pas évident de trouver une boîte de communication pour faire le reportage filmé. Et heureusement, je suis tombée sur Mustafa Atmani, que je salue par la même occasion, et qui est passé justement par ce parcours de formation, de communication. Et aujourd'hui, c'est grâce à ce parcours, il est là où il est. Hein. Et oui, effectivement. Et là, quand on parle de Atmani, quand on parle de Hamza Ouelid, quand on parle aussi de Turki, de Kamal Turki, bien sûr, de Mohamed Touel, beaucoup de gens, donc donc tous ces gens, et grâce aussi à leurs aînés, quand on parle aussi de l'ancienne génération. L'ancienne génération, les techniciens de la station, je sais pas, donc Mebaki, Boudi, Arbi Rahmou, Hamidi, ce sont là, ce sont ces gens justement qui ont été là, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés. Qui ont mis la plateforme justement pour la création de la station régionale. Je ne vous cache pas, ils ont mis, mais justement sur indication, sur autorisation, par autorisation de la DG, la direction justement de l'entreprise justement de la télévision. Ils ont même ramené le matériel. Donc, les gens se sont investis. Ils se sont investis à plat, enfin, et bénévolement, là, hein, bénévolement. Et ça a vraiment, ça a marché. Ça a cartonné, ça a marché. Aujourd'hui, on a des jeunes vraiment bien formés dans ce domaine. Et puis, ça continue. Aussi, il y a la facilité aujourd'hui des moyens. Avec un simple téléphone, on arrive à faire tout, pas forcément avec une équipe, avec son propre téléphone. On arrive à faire des couvertures magnifiques, surtout pour le paysage de la région, pour promouvoir le tourisme pour les jeunes enfants. Je sais que vous avez aussi un petit club pour les enfants. Voilà, donc ça continue, donc on ne s'est pas arrêté malgré l'âge, donc on continue donc à aider, à encadrer, à inciter les jeunes à s'imprégner. Donc là, on s'occupe aussi d'enfants. Donc on a actuellement, donc on a tout un événement, toute une série d'activités destinées aux jeunes. J'ai vu les petits reportages que vous avez fait réaliser à Tlemcen en été, c'était magnifique avec ces petits enfants. Voilà, c'est le club de l'enfant journaliste, futur journaliste. Le club, donc c'est le petit débrouillard de notre association, l'association Ibtika. Donc là, on a, à l'occasion de 71e donc de la guerre de révolution, donc on est en train de réaliser un documentaire qui va être justement qui sera donc l'objet de présentation au niveau des établissements scolaires. Donc on est sur la première partie. Donc c'était à Tlemcen, donc c'est tout un tour qu'on fait, Tlemcen, Alger, Batna, etc. Donc c'est au sujet de la révolution. C'est magnifique et c'est inspirant. Ouais. Et c'est des jeunes, c'est des enfants, c'est eux qui interviewent les invités, c'est eux qui présentent l'endroit. C'est des jeunes. On les a formés, bien sûr, c'est par des spécialistes. On a invité justement des journalistes spécialistes qui sont là, qui sont en train justement de nous aider. Donc ils les encadrent. On a fait un tri, on a choisi, donc c'était un petit concours, on a fait le tri, donc on a choisi quelques jeunes, quelques petits-enfants, et là, donc ils sont en train, donc ils sont avec eux, donc tous les mardis, et ils se retrouvent pour les entraîner. Donc on a fait une petite Alors partie. ils s'entraînent uniquement pour prendre le micro, ou ils s'entraînent sur la prise de photos Non, c'est surtout sur la présentation. La présentation, c'est la présentation. Mais entre autres, bien sûr, parce qu'il faut qu'on le dise, qu'on leur apprenne, il faut qu'ils sachent justement ce codage, ces messages, les moyens, donc la communication. Donc il faut qu'ils savent qu'est-ce qu'une caméra, comment se mettre devant une caméra, la différence entre le son, la vidéo. Donc là, déjà, ils s'adonnent. Ils sont initiés justement au monde de l'audiovisuel. Et là, Inch'Allah, donc il va y avoir justement la création d'une petite cellule de formation justement de manipulateurs de matériel. Ne serait-ce que le portable, comment utiliser le portable, comment choisir le portable qui aide justement à prendre des vies professionnelles. C'est là, et c'est une arme à double tranchant. Donc on va les former à utiliser ce matériel et puis aussi à un peu aller justement les orienter vers la bonne utilisation de ce matériel. Absolument. Pour que les jeunes s'imprègnent à ça et aussi sachent comment utiliser et bien l'utiliser dans des domaines et bien sûr qu'ils les rapportent un plus donc à eux et à leur entourage. Voilà. Alors, on revient vers le Festival national de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui contient dans son programme, par exemple, les gens qui participent, ça vient d'où?
On aimerait bien avoir un petit aperçu. Voilà, donc ça sera donc au mois de décembre. Les invités sont toutes les personnes, donc il n'y a pas d'exclusion. Tous les jeunes, Sans il faut qu'ils soient amateurs, bien sûr, et qui activent justement en étroite collaboration avec les structures de la jeunesse. Très bien. Soit d'une association, d'une fédération ou d'un club. La condition, c'est qu'ils soient vraiment. Donc, soit ils s'engagent justement à activer avec le secteur de la jeunesse, c'est une condition, ou à ce que ça soit au nom d'une association justement qui travaille en partenariat avec le secteur de la jeunesse. Et là, donc, ça soit donc au mois de décembre. Donc, il y a des thématiques La date est fixée ou pas encore liées justement côté social, toxicomanie, maux sociaux, prise en charge des jeunes, les handicapés, les activités liées à l'environnement, le développement, l'intelligence artificielle. Ah, oui. C'est des domaines justement de jeunes, d'actualité. Voilà. Et là, donc, il y a des conditions. Il y a une plateforme au niveau de l'ODEJ, de l'Office de la jeunesse. Donc les jeunes, ils n'ont qu'à justement s'inscrire au niveau de cette plateforme. Et bien sûr, il faut répondre aux conditions qu'il y a. Donc l'annonce est déjà faite. Est-ce que la date est fixée? Vous nous avez dit c'est au mois de décembre. Mois de décembre, ça sera, je crois, entre le 3 et le 6. La fin. Ah, le début. Première semaine, début de décembre. Et là, donc, ça sera donc probablement à Tarit. Ah, super. Puisque l'endroit, c'est prêt, donc c'est sûr. Et puis, en parallèle, il y a aussi des formations, bien sûr, et des expositions sur l'audiovisuel. Maintenant, c'est ouvert aussi, justement, à l'exposition, soit exposition papier, soit tout support, et des formations en parallèle. Et il y a bien sûr la visite locale, guidée des randonnées, des visites sur site, etc. Bon, le site de Tarit, tout ce qui est justement touristique au niveau de la région. Magnifique. Donc, à partir de ce plateau, on lance un appel aux amateurs de l'audiovisuel pour s'inscrire. Au niveau de la plateforme, vous pouvez nous donner le lien? Alors, le lien, c'est ODEJ. Donc, on met ODEJ Béchar et la plateforme. Donc, en ODEJ, on inscrit tout simplement donc Festival de la jeunesse Béchar. Donc, l'ODEJ, il y a la plateforme qui se. Parfait. Voilà. Donc voilà, le message est passé. Un dernier mot peut-être avant que je termine notre plateau. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut que nos jeunes s'impliquent. C'est un domaine important. Et aussi, il faut utiliser ce support pour promouvoir notre région, surtout côté touristique et l'Algérie en général. Parce qu'on a du brut. Absolument. Donc, il faut le promouvoir. Je vous remercie, M. Abbassi, pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, nous étions avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, à la même heure, sur la même chaîne. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin, aussi les invités qui m'ont honoré de leur présence. Excellente journée, soyez prudents sur les routes. Au revoir et amusez-vous bien. صلاة على نبيك بشي طول هموم باسم الكريم باش يبدا والمداحة بصلاة على نبيك بشي طول هموم باسم الكريم باش يبدا والمداحة بصلاة على نبيك بشي طول هموم باسم الكريم باش يبدا والمداحة بصلاة نركبك جينا من كل مكان والله يا نهار المولود افراشا نركبك جينا من كل مكان والله يا نهار المولود افراشا نركبك جينا من كل مكان والله يا نهار المولود افراشا نركبك جينا من كل مكان
العقلي يا رسول الله ما مهمتي